Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera riche en informations personnelles me concernant. Cette vidéo a été tant attendue. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, moi c'est Gladys, je suis maman de 2 enfants, je vis et je travaille en France. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter un peu mon parcours académique et professionnel. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et je me suis rendu compte que je ne me suis jamais présentée à vous. Donc dans cette vidéo, tu connaîtras un peu qui je suis côté académique et côté professionnel. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai étudié, où est-ce que j'ai travaillé, c'est quoi mes projections, si la vidéo n'est pas très longue. Comme je dis généralement à l'entrée de mes vidéos, je partage avec vous tout ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec ma communauté. Et l'inspiration est venue ainsi de partager mon parcours. Et je suis sûre que je pourrais inspirer plus d'une personne. Si ce n'est pas toi, ça sera ton voisin. D'où je t'invite à liker. Like d'abord, commente, même si ce n'est qu'un cœur, abonne-toi et partage à ton environnement. Oui, parce que dans la communauté afro, on a tendance à trop cacher le succès. C'est très tabou, ce qui n'est pas bon. Les autres ont besoin de s'inspirer des aînés pour se construire. Moi, il y a plein d'erreurs que j'ai eu à commettre dans mon parcours professionnel parce que je n'avais pas de mentor. C'est très important d'avoir des exemples, d'avoir des parcours sur lesquels se calquer, d'avoir des personnes inspirantes dans nos vies. Et on est très habitué à raconter, à partager le divertissement, des choses qui ne font pas vraiment construire l'être humain. Donc, je sais que la vidéo va t'intéresser. Je le sais. I know that la vidéo va t'intéresser. Je ne sais pas comment est-ce que ça va durer, mais elle risque d'être longue, parce que je vais essayer de donner un peu les détails, tu vois. Si tu ne savais pas, je suis camerounaise d'origine. J'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études primaires là-bas, plus précisément dans la ville de Douala. Et j'ai fait mes études en section francophone. Je précise section francophone parce que le système éducatif au Cameroun est divisé en 3 catégories. Il y a la section francophone où le français représente à peu près 90% de l'éducation et 10% c'est en anglais. Il y a le système anglophone, vice versa, l'anglais est à 90% et le français 10%. Il y a le système bilingue où le français est à 50% et l'anglais aussi à 50%. Et à mon époque, c'était pas vraiment très répandu le système bilingue. Donc, j'ai fait le système francophone de la maternelle jusqu'au primaire, oui. Et à l'issue du primaire, il y a ce qu'on appelle le certificat d'études primaires. C'est ça qui justifie ton passage à l'école, au secondaire, tu vois. Et ça a abrégé CEP. Donc, le CEP est un diplôme d'État. Je crois que c'est même un diplôme reconnu à l'international, je pense bien. C'est un diplôme d'État qui atteste que tu passes au secondaire. Et donc, fait le secondaire de la 6e en terminale au lycée Jos. Parce que pour entrer dans un lycée au Cameroun, il faut faire le concours. Donc, j'ai eu le concours du lycée Jos. Et je précise que le lycée Jos était... Je sais pas si c'est toujours, ben oui, il y a plein de lycées qui a détrôné le lycée Jos. Est le lycée le plus prestigieux de Douala. Voilà. Ben, c'est au lycée Jos qu'on retrouvait toutes les grosses têtes. Paul Biya, notre président de la République, a fait le lycée Jos. Au fait, c'est un lycée qui a été construit par les Allemands à l'époque de la colonisation, tous ces consorts. Et c'est un lycée qui est situé dans la ville, dans l'une des villes les plus riches de Douala, à Bonanjo. Donc j'ai fait ce lycée, donc j'ai quitté village pour Bonanjo. Pour ceux qui comprennent un peu ce que je suis en train de raconter, il y a à peu près quelques secondes là, savent un peu la distance. Donc j'ai donc fait de la 6e en terminale au lycée Jos de Douala. Et à l'issue de la terminale, il y a le baccalauréat. Et j'ai eu le baccalauréat scientifique. On appelle ça bac C. Donc le bac en poche, je suis la bachelière. Si vous ne connaissez pas la rêve, au fait, quand tu as le bac,
en Afrique. C'est comme si non, tu n'avais plus les problèmes. C'est comme si la liberté, donc c'est comme si on avait seulement déchaîné les chaînes sur toi. Tu sens, tu revis. Pourquoi est-ce qu'on revit? Parce que de la maternelle en terminale, on part à l'école avec les tenues, avec des uniformes, tu vois. Et à l'université, tu as la possibilité de porter les vêtements que tu veux, tu as la possibilité de te coiffer comme tu veux, parce que non, au lycée, il te faut respecter le règlement intérieur. Il y a des écoles qui décident de se raser complètement, d'autres écoles qui demandent de faire 6 nattes, entre 6 et 8 nattes. En fait, chaque école a son règlement intérieur. Alors qu'à l'université, c'est un peu plus light, tu vois. Tu peux t'habiller comme tu veux, bien sûr, convenablement. Tu vas pas porter des habits des filles de nuit pour venir à l'école. Tu peux t'habiller convenablement, te coiffer comme tu veux pour arriver à l'école. Donc, arrive dans le moment où je dois faire le choix de mes études universitaires. Bref, je n'avais pas vraiment une idée sur ce que je voulais faire, tu vois. Je n'avais pas une idée. Je ne rêvais pas d'un métier. On va dire plutôt que j'étais objective, car je ne savais même pas... je savais que j'aimais les matières scientifiques et que je ne voulais pas faire les métiers de la santé, tu vois. Tout ce qui est infirmerie, médecine, tous ces consorts, ça me passionnait pas. Déjà que je n'ai pas choisi la filière D, qui est la filière scientifique médicale lorsque j'étais au lycée. Donc la preuve que les matières médicales ne m'intéressaient pas. Je savais que j'aimais les maths, j'aimais la physique, j'aimais un peu la chimie, mais j'aimais plus la physique que la chimie, mais je savais pas vraiment où m'orienter. Et en tant que bonne fille de son père, j'ai eu une discussion avec mon papa. Évidemment que mon papa, en tant que bon parent africain, connaissait déjà ce que j'allais faire. Du moins, il avait une idée sur ce que il aimerait que je fasse, tu vois. Et mon papa, lui, ne s'y connaît pas trop en matière scientifique parce que lui, c'est un comptable de formation. Mais il avait des idées sur, ouais, elle a le bac C, elle pourrait. Pour lui, c'était que j'entre d'abord à l'université, j'obtiens une licence en physique, le temps de faire les concours pour les grandes écoles d'ingénieurs au pays comme FGI, Polytech, INSAI et tout ça. De mon côté, ça ne m'arrangeait pas trop d'entrer à l'université parce que les universités publiques sont comment? En fait, quand je te parle d'université dans cette vidéo, comprends que c'est université publique. Si on est au Cameroun et que je te parle d'université, c'est université publique. Donc, je n'avais pas trop... Je n'aimais pas l'université. Je vais pas dire que j'aimais ou bien que je n'aimais pas parce que j'ai fréquenté l'université. Non, je venais à peine de sortir du bac, tu vois. Et d'après les échos, d'après les retours d'expérience, l'université ralentissait un peu le savoir. Il y avait trop de pots de vin, il y avait trop de choses bizarres qui se passaient et moi je ne voulais pas perdre du temps et je ne voulais pas... En fait, j'ai toujours été une petite fille bien cajolée qui n'a pas eu vraiment trop de problèmes dans sa vie, en fait pas trop de stress dans sa vie, pas d'épreuves trop difficiles et je ne voulais pas entrer dans quelque chose que je sais que là il y a des difficultés énormes et pas des difficultés que tu peux gérer. Je suis pas en train de fuir la difficulté, mais vous savez, il y a des situations dans la vie où tu n'es pas acteur, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas contrôler ta réussite, tu vois. Et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais entrer je voulais aller d'une école où, si on te demande de travailler, si tu travailles, tu auras ta note. Ce qui n'est pas souvent le cas à l'université parce que il y a des pots de vin, tout ça, donc ça ne m'intéressait pas. Et comme je suis la troisième née d'une famille de 6, donc mes aînés, mes grands frères, je suis la première fille. Mes grands frères avaient déjà obtenu le bac. Le premier a eu le bac scientifique, le bac C comme moi. On va dire que c'est un peu celui que je me suis calqué pour faire mes études. Et le deuxième a plutôt suivi le parcours de papa. Lui, il a fait tout ce qui est comptabilité. Moi, la comptabilité ne m'intéressait pas du tout. Donc, je ne pouvais que me retourner vers mon premier grand frère pour avoir des conseils. Et en plus, c'est quelqu'un qui est... Si tu écoutes le premier grand frère là, tu réussis dans ta vie. Vous voyez ce qu'on dit à l'église que le prêtre dit faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi je fais. Lui c'est comme ça, il te donne un conseil, tu appliques, tu réussis. Ça c'est total. Quand je consulte dans mon grand frère qui a fait des études scientifiques comme moi,
concernant mon avenir, concernant voilà mon choix d'école. Mon grand frère est déjà pour dire, il a eu le bac scientifique et il était dans une école de formation, comme on dit ainsi, au pays, et là-bas il faisait un BTS en électrotechnique, tu vois. Et donc c'était la bonne personne avec qui me tourner à l'époque, du moins c'était la seule personne que je connaissais autour de moi qui pouvait avoir un sujet sur ma projection. Je vais donc le voir et ok, bon, j'ai eu le bac, après c'est quoi? J'ai déjà bien fêté, j'ai déjà bien bu, j'ai bien mangé, j'ai bien crâné au quartier. Après, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux bien faire? Je savais ce que je ne pouvais pas faire, mais je ne savais pas ce que je pouvais faire. En fait, je savais pas, je n'avais pas un ordre d'idée des métiers qui pouvaient s'offrir à moi, tu vois. C'est où mon grand frère me dit que, ah tiens, j'ai eu à faire des photos pour une nouvelle collaboration que mon école aura avec une école française. Et je vais prendre les renseignements dessus. Ok, sans souci. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai demandé, mais de ce que tu as déjà comme renseignement, c'est un peu quoi cette école-là? Il me parle c'est une école d'ingénieurs apparemment en France qui va venir, qui va se délocaliser dans mon école et voilà, vous allez faire des formations, whatever. Ok. Juste à ce petit sommet-là, on allait prendre les brochures, on a bien lu, et je me suis bien renseignée sur l'école en question. Il s'agissait d'une école d'ingénieurs, d'une université publique ici en France. Et c'était une vraie école d'ingénieurs, quoi. C'est une école... vous savez, les écoles d'ingénieurs ici ne sont pas vraiment liées à l'université. Ils ont leurs locaux à part. Mais malgré le fait qu'ils soient publics, on appelle cela école d'ingénieurs. Donc c'est vraiment dissocié du cycle licence, master, doctorat. C'est pas les études universitaires classiques de recherche, non. Donc c'est une école d'ingénieurs à part. Donc c'était une école publique française. Et j'ai dit que c'est très bien, c'est un très bon point parce que vous le savez, les écoles publiques sont bien réputées et leurs diplômes sont reconnus nationalement et internationalement. Donc, il n'y a pas de risque d'être arnaqué, que on a dépensé l'argent durant des années alors que le diplôme de l'enfant n'est même pas reconnu si l'enfant sort du pays. Non. Donc, c'était déjà un très très bon point que le partenariat soit fait avec une école universitaire de la France en plus qui est réputée. Donc, la prochaine étape était de convaincre donc papa, puisque moi j'avais déjà accepté le fait d'intégrer cette école-là, de vouloir intégrer cette école-là. Maintenant, il fallait convaincre papa sur le choix. Parce que comme je vous ai dit, papa, lui, il était du genre, oui, l'ami de tel a fait ceci, après il a fait cela, donc toi, mon enfant, tu vas aussi faire comme ça avant de faire ceci. Lui, il était un peu trop... impacté, influencé, il était un peu facilement influençable. Il suffisait juste qu'il avait un exemple quelque part, non. Il dit que tu vas faire comme ça. J'ai décidé, tu vas faire comme ça. Il était un peu trop influencé. On va donc voir notre papa, mon grand frère et moi. On va le voir pour lui expliquer cette opportunité d'intégrer une école prestigieuse, délocalisée. On explique à mon papa et tout, on dit que, ok, voilà le rythme, voilà comment ça va se passer. Mon père d'abord était réfractaire. Il dit que non, pardon, non, ma fille va aller à l'université, ma fille va aller à l'université publique. Que non, je ne veux pas l'envoyer dans une école, en plus elle va encore voyager. Et non, je veux pas que mes filles ne quittent pas le pays. Que non, j'ai dit non, mes filles ne quittent pas le pays. J'ai dû convaincre mon père. J'ai dû le convaincre sur plusieurs jours que papa, toi-même tu connais comment l'université publique là est. Toi-même tu connais les échos des enfants qui partent à l'université publique. Sur 10, combien réussissent à l'université publique? Peut-être 2. 2 qui ont eu la chance à apprendre, ne trouvent même pas le travail, ils vont trouver où. Voilà une opportunité qu'il y a de go en bang. Voilà une opportunité qu'il y a de go en bang. Tu refuses comment? Essayons un peu, après on va voir. C'est où mon père dit que ok,
Déjà, mon que c'est même quoi l'école là? Hein? Je lui présente un peu, je présente. Heureusement qu'il avait une collègue, au travail, que sa petite sœur vivait dans la ville où il y a l'école en France. Donc, quand il a parlé de ça à sa collègue, elle a dit, mais oui, c'est bien là-bas, c'est ceci, c'est cela. Donc, il a pu avoir une imagination, il a pu avoir une idée de l'environnement dans lequel je pourrais me trouver là-bas à travers sa collègue. C'est où il a accepté. Sinon, il n'allait jamais accepter. Il a dit que tu peux faire ça, que qui a fait comme toi? Tu pars là-bas, que qui a fait comme toi? Tu veux commencer, que tu as vu chez qui? Parce que c'était la première promotion, donc on ne connaissait pas vraiment ce système-là. Du moins, dans ma famille, personne n'avait fait ce système-là. Tu pars faire ça, que tu as vu chez qui? Il était vraiment trop réfractaire. Mon père est très méfiant, hein. Même les jeux au hasard, là, il ne fait pas. Tout ce qui est PMUC, Paris Foot, il n'a jamais fait. Il ne croit pas au hasard. Donc, lui, il ne comprenait pas. Quand la personne a dit que non, là-bas c'est bien, il n'y a pas de souci, l'école se passe super bien, il a dit que ok, on va voir. Donc moi de mon côté, j'avais, la balle était dans mon camp. Désolé, les numéros indésirables là, ils font qu'appeler. Dès que midi sonne comme ça là, ils appellent. La balle était donc dans mon camp. Il fallait donc que j'aille prendre les renseignements sur comment commencer cette école. C'était donc quoi les modalités pour entrer dans cette école. Je pars donc me renseigner. On me dit qu'il y aura 2 concours. Un concours écrit où on va faire maths, physique, chimie, un peu de français aussi. Et un autre concours oral où si tu as réussi le concours écrit, tu passes à l'oral. On a donc fait le concours écrit. Je suis quand même une go du bac C-Nord. J'ai quand même fait le bac C-Nord. J'ai quand même fait la terminale C-Nord. Est-ce que maths, physique, chimie peut me dépasser? Mais non, elle peut pas me dépasser. Donc, il fallait faire le concours. Je l'ai eu. Et quelques semaines après, il fallait faire le concours, écrit. C'est où, voilà. Il fallait se tomber, il fallait s'habiller bien classe là et tout pour le concours écrit. On est donc, peut-être, mon tour est donc venu d'aller m'exprimer, d'aller donner ma part de motivation. Pourquoi est-ce que je vais intégrer cette école? Je suis allée, à ma grande surprise ou pas, c'était les dirigeants de la France, donc le responsable d'études de l'école en France avait fait le déplacement pour venir faire les entretiens aux futurs candidats. Donc je me suis présentée et tout. Après ils ont parlé un peu en anglais, on a un peu répondu et tout, et ils ont dit ok. Et on a attendu à l'extérieur pour les résultats. Je sais même pas si on a attendu le jour, mais c'était quelques jours après qu'on a eu les résultats. Bref, j'ai été admise avec plein d'autres de mes camarades aussi. Donc, on a donc commencé l'aventure ainsi. Je vais très vite passer sur les 3 ans. Sur les 3 ans, en fait, le deal était de faire 3 ans d'études au Cameroun et de terminer les 2 années d'école d'ingé en spécialité en France. Mais pour quitter le Cameroun, en fait, pour pouvoir voyager, il y avait les conditions, bien sûr. Les conditions que l'école ne va pas te donner, mais que Campus France forcément va t'exiger. Il fallait avoir 12 de moyenne. En fait, pour mettre toutes les chances de son côté, donc 12 de moyenne, avoir validé tous ces modules, tous ces consorts. Vous connaissez ceux qui ont fait des études universitaires. Il fallait avoir tout validé, avoir un bon comportement pour avoir des avis favorables du côté des enseignants sur le terrain. Et voilà. Donc, j'ai donc voyagé en 2015 pour la France, en août 2015 pour la France. Et tout s'est bien passé. On est venu en fait, sur une trentaine de candidats, de personnes qui ont fait le cursus au Cameroun. Il y a eu une vingtaine qui a voyagé, si je ne me trompe pas sur l'estimation des chiffres. Il y a eu une vingtaine et on a pratiquement tous voyagé. Pratiquement. Il y a peut-être que 5 personnes qui sont restées et qui voyageaient, qui n'avaient pas eu leur visa à temps parce que on avait déjà payé les billets d'avion bien avant la demande et le retrait des visas. Et la demande de visa a un peu pris le temps à l'ambassade. Ça faisait en sorte que tous ceux qui n'ont pas eu le visa juste avant le voyage ont dû repousser leur voyage un peu. Donc, on a voyagé, on est arrivé en France et l'école est venue nous accueillir à
à l'aéroport. Ils ont loué un bus, ils nous ont accueillis, ils ont fait un peu la petite visite à Paris. On a fait le bateau mouche, on a visité un peu tout au long, on a fait du pique-nique en route avant d'arriver à l'école. Et on est arrivé à la résidence universitaire qui n'était pas très loin de l'école. Donc, je précise aussi qu'on est arrivé il se faisait, en fait, l'école n'avait pas encore commencé, donc on avait à peu près 2 ou 3 jours d'intégration. Donc c'était la semaine d'intégration, on est arrivé durant la semaine d'intégration. Le temps pour nous de découvrir les lieux, l'environnement, de découvrir un peu les futurs camarades et tout. Maintenant, j'entre dans mon parcours en France. La semaine d'intégration est terminée, c'est la vraie rentrée et je dois donc commencer ma filière. Est-ce que je vous ai dit qu'avant avant de voyager pour la France, il fallait faire le choix de sa filière? Parce que la formation, c'était 3 ans sur le territoire camerounais et 2 ans en France pour la spécialisation. Donc, avant de voyager, il fallait faire le choix de sa filière de spécialisation. On avait combien? On avait 5 à 6 choix à faire. Il y avait maintenance industrielle, informatique industrielle et commande et supervision des systèmes, donc tout ce qui est automatique. Il y avait mécanique des fluides et énergétiques, qualité, hygiène, sécurité, mécanique des matériaux, quelque chose comme ça, et informatique, même informatique et réseau. Donc, j'ai fait appel à mon papa, bien sûr. Hey, en Afrique, est-ce que tu peux prendre une décision seule? Quand tu commences, tu commences comment? Donc, il fallait donc que fasse appel à mon papa pour qu'on décide sur ma carrière, pour que lui plutôt décide sur le choix de ma carrière. Donc, on a un peu fait le tour des différentes filières, des différentes spécialisations, et on a conclu que le mieux, ou bien il a conclu que le mieux, on a conclu que le mieux pour moi serait que je fasse informatique industrielle et commande d'explosion des systèmes parce que c'était un peu l'avenir de l'industrie. Toutes les industries sont automatisées, sont gérées par des robots et tout. Et la preuve, vous voyez aujourd'hui, tout ce qu'on fait a trait à l'intelligence artificielle. Tu peux pas fabriquer quelque chose si tu n'automatises pas ton système. Donc, c'est la maîtrise du système des entrants jusqu'à la sortie, tu vois. Et donc, choisi informatique industrielle. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, là, les camarades ne disaient pas ce qu'ils choisissaient. Ou bien, du moins, ils te mentaient, tu vois. Tel va te dire que je vais choisir tel. L'autre va te dire que je choisis tel. En fait, les gens faisaient souvent leur choix par affinité. Je vais pas être seul. Ok, tu as choisi ça. Ok, je choisis ça avec toi. Toi, c'est plutôt ça. Là-bas, il y a trop de monde. Je vais choisir tout ça. C'est un peu comme ça. Trop de supercherie. Et voilà. Donc, j'ai choisi ma filière. Que bien sûr, j'avais dit, les gens savaient. Arrivant en France, je me retrouve, la rentrée, je me retrouve étant la seule noire dans ma filière. Pardon. Je me retrouve étant la seule noire, la seule africaine et la seule étrangère dans ma filière. Je ne veux pas trop me rabattre sur noir parce que ça n'a pas de sens, mais me retrouve étant la seule nouvelle dans ma filière, tu vois un peu. Donc, tous les autres camarades, sur une quinzaine de camarades, il y avait à peu près quinzaine? Oui, c'est une quinzaine, vingtaine de camarades. Il y avait à peu près 5 filles au grand max. Et je faisais partie des 5 filles et j'étais la seule noire et la seule africaine et la seule étrangère, la seule nouvelle. J'ai dit que dans quoi est-ce que je me suis lancée? Et pas c'est comme ça que je commence les cours. On commence les cours. C'était dur. Mais c'est qu'on faut payer la norme. Au pays, on retient. C'est trop le bullshit, c'est trop retenir. On est fort, hein. On est fort en Afrique. On est très fort. Mais comme on n'a pas les équipements pour vraiment pratiquer, ça fait en sorte que lorsqu'on vient ici, on a la phobie. On a un peu peur de toucher aux appareils, de peur de les abîmer. Déjà que, même en Afrique, lorsqu'il y a des appareils qui est dédié aux élèves, les enseignants nous font comprendre que la personne qui touche un boulon et que ça va de travers va payer. Donc, déjà, on crée en nous une phobie pas possible. Donc, ici, on met devant la machine. Je commence par où? On dit, l'enseignant dit appuyez comme ça. Et hey, il y avait peur. Bien sûr que tout le monde devait avoir peur comme moi. Mais j'ai dit que, hey, impossible n'est pas camerounaise. Impossible n'est pas camerounaise. Elle dit que c'est Dieu qui a créé la machine là. Moi,
Je suis l'enfant de Dieu, donc je domine sur cette machine. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les machines, à bien appréhender ma filière, bien comprendre tous les tenants et les aboutissants, à me faire des amis, à me faire des alliés. C'est super important de se faire des alliés lorsqu'on est à l'université, lorsqu'on fait des études supérieures. C'est super important parce que tu peux beau être intelligent, mais si tu n'as pas des personnes sur qui compter, des camarades sur qui compter, tu risques de louper tes années académiques. Et c'est qu'il ne faut pas. Donc, quand vous venez en Europe, prenez le temps de vous intégrer, de vous familiariser aux gens, d'être courtois, de vous intéresser aux choses. Et c'est ainsi qu'on va vous repérer. Parce que lorsque les groupes de travaux, peut-être, les groupes de travaux se font, si tu n'es pas social, on ne va jamais te piquer pour t'intégrer dans un groupe. Même si, en fait, tu n'auras jamais le choix d'intégrer un groupe. Alors que lorsque tu es social, on te dit, oh Gladys, tu viens au travail? Oh Gladys, tu viens au travail? C'est comme ça que ça doit être. Moi, je conseille, tu peux ne pas être technique, mais sois un bon joueur. Sois une personne diplomate. Et tu vas réussir dans tes études. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais, même au travail. La sociabilité est super importante. Donc, de fil en aiguille, la formation s'est passée. J'ai validé les 2 années restantes ici. Donc, au bout de la dernière année, il fallait faire un stage de 6 mois, un stage de fin d'études de 6 mois. J'ai trouvé mon stage très difficilement. Au fait, il fallait trouver le stage avant une deadline, tu vois. Tous les jours, je postulais. Tous les jours, je postule. Tous les jours, je postule. Je ne trouve pas. Entre-temps, tes camarades à l'école, eux tous, ils ont déjà trouvé le stage. Toi qui es la seule étrangère, tu n'as pas trouvé le stage. On te parle de stage en laboratoire. Et vous savez, lorsque tu fais les études d'ingénieur, les stages en laboratoire ne sont pas valorisants. Donc, il ne faut pas. C'est vraiment si tu ne trouves vraiment pas de choses, vraiment pas, qu'il faut prendre les stages en laboratoire. Parce que tu ne pourras pas te vendre demain sur le marché de l'emploi avec ce genre de stage. Donc, privilégie les stages en entreprise, les stages dans des industries où tu vas faire des choses réelles, des choses concrètes et qui vont réellement servir au développement d'une entreprise, tu vois. Je suis là, je cherche le stage, je trouve. Je cherche le stage, je trouve pas. Eh Seigneur, j'ai dit Seigneur, n'oublie pas ton enfant. N'oublie pas ton enfant. Tu sais pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays, Seigneur. Ne me mets pas la honte. Ne me mets pas la honte. Donne-moi un stage. Et un stage qui sera valorisant et où je vais dire que oui, mon Seigneur est là. Mon Seigneur ne m'oublie pas. Vous savez quoi? L'avant-dernier jour. Non, on m'a dit 1 semaine avant la fin de l'école. J'ai reçu une réponse positive à un entretien pour un stage de 6 mois. Je croyais que ça allait se passer comme les autres. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je perds? Je ne perds rien. J'ai accepté l'entretien. Et l'entretien devait se passer le dernier jour de la fin de l'école, dans le dernier jour des cours. J'ai dû me laisser le dernier cours pour aller faire mon entretien. Je suis allée faire mon entretien, je vous assure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans la situation où tu es assise comme ça là, tu passes l'entretien, mais tu es là sans être là. Tellement c'est le Seigneur qui est en train de parler pour toi à travers la caméra avec cette personne. J'ai dit, j'ai terminé le stage, j'ai terminé l'entretien. Là, le monsieur a dit, je vous prends. Il dit là, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit quand. Il a dit, je vous prends. Donc, c'était comme si j'étais debout. J'étais là. Et c'était mon esprit qui parlait. Si ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est qui? Si ça, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est qui? C'est pour ça qu'on dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que comment est-ce que je me suis aidée? Je me suis aidée en rédigeant un bon CV, en me présentant bien. Donc, en faisant toute la forme qu'il fallait, j'ai fait cette forme et j'ai posé. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus le contrôle. Tu gères. Et le fond, c'est Dieu qui a géré.
Et le fond, c'est Dieu qui a géré. Je n'ai rien géré. Donc, j'ai fait mon entretien comme ça, là. 2, 3 mots, pam, 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 pam. La suite, là, c'est Dieu qui a géré. Il dit, là. J'ai envoyé mes documents pour le début du stage qui était dans 1 mois. Seigneur, non. Les témoignages, non. Les témoignages sont très grands. Les témoignages sont très grands dans ma vie. Très, très grands. Et en plus, s'il te plaît, mon stage que j'ai obtenu était dans une multinationale américaine et ma rémunération était de 1400 € par mois. Donc, j'avais plus que tous mes camarades. Personne n'avait la rémunération de stage que moi. Mon montant était beaucoup plus élevé que pour les autres. Une multinationale américaine de l'agroalimentaire. Est-ce que tu connais? Ils fabriquent les sneakers, les M&M's. Si tu connais, écris-moi ça en commentaire. L'entreprise la fabrique sneakers, M&M's, Pedigree, Whiskas. Si tu connais, écris-moi ça en commentaire. Donc c'est là que j'ai trouvé mon stage. Une bénédiction. Une bénédiction. Seigneur. Avant de partir même en stage, est-ce que je t'ai parlé de l'importance de l'anglais dans la formation d'ingénieur? En cycle ingénieur, est-ce que je t'ai parlé de l'importance de l'anglais? L'anglais a une importance énorme. Tu sais pourquoi? Parce que en tant qu'ingénieur, tu seras appelé à discuter avec tes semblables à l'international. Tu seras appelé à lire des ouvrages en anglais. Tu seras appelé à écrire toi-même des instructions en anglais, des instructions techniques en anglais. Donc pour ça, c'est super important d'avoir un minimum B2 en anglais. Donc du coup, moi, en commençant l'école d'ingénieur, on nous a fait part de ça depuis le Cameroun. Du coup, on avait pris les dispositions pour... je parle de nous parce qu'il y a mes camarades aussi, donc tu entends souvent les nous, le jeu, le nous, le jeu. C'est parce que j'étais pas toute seule dans cette galère. J'étais pas toute seule dans cette galère. Donc du coup, au Cameroun, on a pris les dispositions pour avoir notre TOEIC parce que pour prouver que tu as un niveau B2 en école d'ingénieur, certains demandent de faire un test d'anglais pour précisément le TOEIC, tu vois, le TOEIC. Donc il fallait avoir un minimum de score pour pouvoir être validé. Je viens donc du pays avec mon score parce qu'ils avaient autorisé cela, qu'on pouvait l'avoir depuis la 3e année. Donc, je viens donc du pays avec mon score. Avec mon score qui était validé, on a passé l'école et tout s'est bien passé. Et c'est 1 mois avant la fin de l'école qu'il vient nous dire que le TOEIC que vous avez fait là est invalide, n'est pas valide. Vous allez devoir recomposer. Il dit 1 mois avant la fin de l'école. Quand tu es là, tu es stressé. Tu as le stress tu as le stress de trouver le stage et tout. On vient te parler du TOEIC. Donc, où tu dois encore aller étudier. Elle dit, partez là-bas avec ça. Partez là-bas avec ça. La pression ne s'en est pas maintenant. Il va faire ça après. De suite à là, mon stage de 6 mois, tout s'est bien passé. Et on remettait le diplôme. J'ai commencé le stage au mois d'avril. Et je finissais en septembre. Et je devais soutenir en mi-septembre, tu vois. Je devais soutenir en mi-septembre. Et pour pouvoir avoir le diplôme, il fallait remettre son TOEIC, je crois, entre septembre et décembre, quelque chose comme ça. Bref, je l'ai pas fait. Et j'ai anticipé disant que j'étais fâchée. Que non! Comment est-ce que les gens peuvent obtenir le TOEIC au pays? Vous venez encore dire ici qu'il faut recomposer le TOEIC. Tu sais combien ça coûte? Ça coûte cher, hein? Donc, moi, j'étais fâchée. Et qu'elle ne fait pas. Et qu'elle ne fait pas le TOEIC là. Donc, et sachant bien que si tu fais pas le TOEIC, tu n'as pas ton diplôme. Ok. Donc, avant de terminer mon stage, je me suis inscrite à un autre master, un master en management d'entreprise, où j'ai obtenu mon master, tu vois. Parce que la condition d'avoir le master, la condition de s'inscrire à ce master-là, c'était d'avoir un niveau bac plus 5. Un niveau bac plus 5 que j'avais déjà. Donc, je me suis inscrite à ce master, je l'ai obtenu. Et c'est avec ce master que j'ai commencé le travail. Oui, c'est avec le master que j'ai commencé le travail. Mon master en poche. Maintenant, il faut trouver le travail. Il faut trouver le travail.
Déjà que pour valider aussi le master, il fallait faire un stage de 6 mois dans une entreprise. Je l'ai fait toujours je l'ai fait dans une entreprise agroalimentaire toujours. Et l'entreprise en question fabrique le beurre président, si vous connaissez. Dites-moi en commentaire le nom de l'entreprise qui fabrique le beurre président. Donc, c'était toujours dans l'agroalimentaire. J'ai fait mon stage en tant qu'ingénieur en production et amélioration continue. Le premier stage que j'ai fait, c'était en maintenance industrielle. Et je sais pas si je t'ai dit que j'ai choisi comme filière informatique industrielle et automatique et contrôle commande. Donc, c'était tout dans la même lancée, tout ça. Mais tout ça se rejoint à un niveau. Tout ce qui est maintenance industrielle et informatique industrielle, contrôle commande, se retrouve à un niveau. Donc, c'est tout le service maintenance qui peut gérer un côté de l'informatique industrielle. Hmm. Exactement. Et le stage du master, je l'ai fait en production. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait à l'école. Ce que j'avais fait, ça n'avait rien à voir hein, avec ce que j'avais fait au stage précédent. Ça, c'était plutôt un stage de la production, quoi. Amélioration continue, qui est tout ce qui est 5S, tout ce qui est méthode SMART, tous ces consorts, la mise en place de nouvelles pratiques, les formations au changement, bref, tout ce qui est à ça, à l'amélioration des processus, voilà, à l'installation de nouveaux équipements, tout ça. Donc, c'est ça que j'ai fait, je l'ai validé. Et à l'issue de ça, j'ai dit, ok, c'est le moment de trouver le travail. J'ai essayé de chercher le travail dans l'industrie agroalimentaire. Et vous n'ignorez pas que ici en France, c'est beaucoup de pistons, tu vois. Si tu n'as pas de relations, c'est difficile d'entrer désolé, c'est difficile d'entrer dans un monde, dans un environnement si tu n'as pas vraiment du piston. Et surtout dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire est très familial, hein. Ce sont des entreprises très familiales où tu vas voir que tel le directeur c'est tel, le petit c'est ça. Bref, je voulais sortir du secteur agroalimentaire parce que c'est un secteur vraiment très fermé et les opportunités là-bas n'étaient pas immenses. Donc, je recherchais le travail et la plupart des entreprises qui me contactaient étaient des entreprises d'un autre secteur, de l'industrie, de l'automobile ou du ferroviaire. Et comme je n'avais pas d'expérience dans ces industries, donc ils étaient un peu réfractaires, tu vois. Et je continue. Ça m'a pris à peu près 3 à 4 mois pour trouver mon premier CDI, pour trouver mon premier emploi. Je continue à poster. Moi, je dis toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Ne t'assois pas, hein. Ne t'assois pas et tu dis que Dieu va m'aider. Dieu va t'aider lorsque tu vas pousser. Lorsque tu vas faire ça, il va venir mettre un coup de la pour continuer à pousser. Mais au moins, toi, tu as initié quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire les choses, bien se présenter, bien faire ton CV, se bien préparer en anglais, tout ce qu'on sort. Et le reste, tu remarques les mains de Dieu. Donc, je n'arrêtais pas. Et j'ai eu une première proposition pour travailler en maintenance industrielle pour une entreprise qui fabrique les tracteurs. Vous voyez les tracteurs des agriculteurs là. L'entreprise s'appelle Classe, bon, ou bien Manutan. Donc, ce sont les collègues. Mais c'était à Classe que je partais. Mais eux me proposaient un CDD. Et vous savez, en tant qu'étrangère, tu vas pas entrer comme ça dans une guerre de renouvellement des titres de séjour parce que le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Ça veut dire que si ton contrat finit le 2 janvier, ton titre de séjour finit le 2 janvier. Et c'est très contraignant, ça, c'est très contraignant. Entre-temps, j'avais d'autres entretiens et j'ai dit, ah, on ne lâche pas une branche sans avoir attrapé une autre branche. Donc, j'accepte d'abord le CDD et si j'ai autre chose à côté, je vais prendre. Donc, le jour qu'il me fallait retourner la fiche de signature du contrat pour le CDD, j'ai eu l'accord pour mon CDI. J'ai eu l'accord pour le CDI. C'était un CDI avec une boîte de prestations, une boîte de consultants. Et c'était au projet. Donc, ça veut dire que j'ai d'abord fait l'entretien chez le client avant d'obtenir le CDI. Donc, j'ai obtenu, avant d'obtenir l'accord
pour signer un CDI, une promesse d'embauche, tu vois. J'ai fait l'entretien chez le client, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu la proposition du CDI à côté. J'ai renoncé dans le CDD où le salaire était vraiment, vraiment bien pour un CDI où le salaire était comme ça. J'ai dit au moins c'est le CDI, tu vois. Au moins c'est le CDI. Un jour, je vous ferai une vidéo sur comment j'ai fait pour devenir propriétaire à 25 ans. D'accord? À 25 ans. Comment j'ai fait? C'est toujours lié à mon travail comme ça là. Je ferai ça. Voilà, donc j'ai signé mon premier CDI dans l'industrie enfin. Enfin. Déjà que je vais dire que j'ai eu ma première victoire. Comme je vous ai dit, il fallait que je sorte de ce stéréotype de elle est dans l'agroalimentaire, elle ne peut pas venir dans un autre secteur. Je suis sortie de là lorsque j'ai eu la proposition du CDD dans l'industrie automobile déjà. Et que j'ai refusé. J'étais super contente parce que on a cru en moi et on m'a permis de sortir de cet engrenage de ouais, une fille de l'agroalimentaire vient dans l'industrie automobile. Et je quitte de l'industrie automobile et on me prend dans l'industrie ferroviaire. Et on me prend dans l'industrie ferroviaire. Donc j'étais super contente de sortir d'enfin être où je voulais être, tu vois. Et c'est ainsi que je me suis donc installée dans le Nord parce que c'est le travail qui m'a amenée dans le Nord. Je travaille dans le ferroviaire et j'ai eu à occuper des postes comme ingénieur méthode, ingénieur en production, ingénieur amélioration continue, ingénieur qualité projet et qualité fournisseur. Et aujourd'hui, j'ai fait à peu près 5 ans dans ma première entreprise et j'ai démissionné de cette entreprise en début d'année, pour entrer dans une autre entreprise, toujours dans le secteur ferroviaire. Et là, je travaille en tant qu'ingénieur maintenance pour des projets des projets décisionnels, donc des projets vraiment d'ingénierie et non de production. Je sais pas si tu me comprends. Ça veut dire que c'est dans mon bureau qu'on décide des choses qu'on va mettre en place pour le terrain. Donc, je fais partie de ces personnes qui prennent des décisions pour mettre en place de nouvelles règles de maintenance, pour faire évoluer les anciennes règles de maintenance, pour la réparation des trains. Donc, voilà. J'ai oublié de vous dire que finalement, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Je l'ai eu en 2020. Oui, je l'ai eu en 2020 finalement, quand j'étais enceinte de Selima. Parce que il fallait au moins que je l'aie, tu vois, parce que je n'ai pas travaillé 5 ans comme ça pour rien. Donc, je l'ai eu en 2020 quand je travaillais déjà. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de composer le TOEIC et de le remettre. Il y avait une deadline de 3 ans. Donc, j'ai donné, j'ai remis mon TOEIC à la deadline, à la deadline de 3 ans pour obtenir mon diplôme d'ingénieur enfin. Donc, aujourd'hui, je suis diplômée, je suis ingénieur en informatique industrielle. Donc, en gros, c'est en système d'information. Et j'ai un master en management d'entreprise. Donc là, c'est juste pour compléter la suite de la vidéo. Je vous laisse avec la suite. Voilà un peu mon cursus professionnel. Il ne compte pas s'arrêter là. Même mon cursus académique ne compte pas s'arrêter là. Parce que je me dis, quand on a le souffle de vie et qu'on a des rêves, on peut se réaliser, on peut faire autre chose, on peut se recycler, on peut aspirer à grandir ou bien à lâcher prise. Donc, moi, je compte à l'avenir faire d'autres choses beaucoup plus merveilleuses et que j'estime que c'est à ce moment-là qu'il faudrait que je les fasse. Donc, vous serez au courant le moment venu. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. Un conseil que je peux donner à mes petites sœurs. Si tu es ma petite sœur et que tu m'écoutes, maman, va à l'école. Va à l'école. Si tu as le brain, tu as le cerveau. Pardon. Oh, c'est quoi, il est remonté là. Si tu as le cerveau, déjà que tu as le cerveau, mais prends conscience que tu as le cerveau. Donc, peu importe ton passé, peu importe ce qui s'est réalisé, que quoi, tu n'as pas pu obtenir,
va à l'école. Si tu es au BEPC, si tu es arrêté au niveau BEPC, je te rassure ma chérie, continue l'école. Si tu n'as pas encore de charge, hein, continue l'école jusqu'à obtenir ton bac. Tu fais tes formations. Et si tu n'as pas l'opportunité de retourner réellement à l'école, fais des formations qui vont te permettre de t'épanouir, de gagner ton argent, de gagner ton argent. Parce que c'est super important l'éducation. Arrêtons de compter sur les hommes. Arrêtons d'être dépendants. On appelle ça comment là? Arrêtons d'être les consommatrices. Ils t'appellent pot de fleurs. Tu es un pot de fleurs chez moi. Tu sais à quoi? Tu ramènes quoi dans la maison si là? Hein? Si ce n'est pas moi, est-ce que tu allais être là? Hein? Ton père, c'est même qui? Il va se permettre de parler de ta famille parce que tu n'as pas l'argent. Cherche l'argent. Cherche l'argent. Il y a les crèches, il y a les garderies, il y a l'école pour déposer les enfants. Cherche ton argent. Bien sûr, en assurant l'éducation des enfants. Tu vas pas faire un métier où tu sors à 6 heures, tu rentres à 20 heures à la maison. Si c'est temporaire, oui, mais tu peux pas faire ça pendant longtemps. Bref, j'attends vos questions en commentaire. Si j'ai loupé une étape et que vous aimeriez que j'entre en profondeur, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère que mon parcours a été intéressant. Je sais pas. Je sais pas. Ça faisait super longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je procrastinais toujours, me disant que ouais, mais qui va regarder ça? Ça va intéresser qui? Ben oui, c'est intéressant. C'est ce genre de femmes qu'on a besoin. Il faut être des personnes impacteuses. Il faut impacter. Il faut des personnes impactantes. On dit impactantes. Voilà. Il faut être des personnes qui influencent. C'est ça qu'on appelle l'influence. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez vos gros bisous. Bye bye.